Amandine du Crevon et son officier. 6e partie. Nouveau départ. Sur la trace des disparus. Friedrich, 13 mai 1945. Maintenant que la guerre est finie et que je suis libre, nous pouvons enfin faire des projets d'avenir. Dans un premier temps, Emma et Mathias vont rester à Feldberg, le temps que je trouve un logement à Baden-Baden pour nous trois. Ma chérie a fait la grimace lorsque j'ai fait cette proposition, car cette séparation, bien que très provisoire, lui déplaît. Néanmoins, elle admet que c'est la meilleure solution pour Mathias. Nous avons bien l'intention de profiter l'un de l'autre avant mon départ. Déjà 3 jours que nous sommes à Feldberg. J'ai pu faire visiter à Emma les lieux de mon enfance, ce qui inclut mon école primaire. Je l'ai emmenée sur un sentier de randonnée après avoir confié Mathias à ma mère pour lui montrer, à l'issue de quelques mètres de dénivelé, la vue imprenable sur les Vosges à l'ouest et sur les Alpes suisses au sud. Nous avons eu de la chance, il faisait beau. Nous avons poursuivi jusqu'à la Sankt Wilhelmer Hütte pour une pause méritée. Bien sûr, tout le monde me connaît dans le village, et nous n'avons cessé de nous arrêter à chaque fois que nous croisions quelqu'un, afin de donner des nouvelles et présenter ma future femme. Emma maîtrise bien l'allemand désormais, et si nous ne disons pas qu'elle est française, personne ne s'en aperçoit. Seul son nom de famille l'a trahi. Elle est enthousiasmée par les paysages que je lui ai montrés, et je lui ai promis de l'emmener jusqu'à la Wiesenquelle et à la cascade de Faller cet été, car c'est une randonnée de plusieurs heures de marche. Les quelques promenades que nous avons faites main dans la main en pleine nature nous font un bien fou à tous les deux et nous ont surtout permis d'être seuls. Aujourd'hui, nous devons rendre visite à mes grands-parents, avec lesquels ma mère est restée en relation tout au long de la guerre. Elle a dû cesser ses visites quand les Alliés se sont rapprochés de la zone. Antoine va nous servir de chauffeur. Nous aurions pu y aller avec la voiture de mes parents, mais nous avons jugé plus prudent de nous y rendre avec un véhicule militaire français. Les blessures de la guerre sont encore trop fraîches et il est inutile de froisser les susceptibilités de l'autre côté du Rhin. Ma mère nous accompagne, mais mon père ainsi que Gigi restent à Feldberg pour ne pas surcharger la voiture. Il y a à peine 100 km d'ici à Witzenheim, mais les routes sont accidentées. Il est 7 heures du matin, et dans mon demi-sommeil, je sens Emma qui se rapproche de moi et pose délicatement ses lèvres sur les miennes. Mes mains caressent ses cheveux et enserrent son visage. Nos langues se mêlent avec passion. Ses gestes manifestent tout son amour, et mon désir s'intensifie en même temps que le sien. J'adore cette facette d'elle, cette façon de me révéler, avec son corps, ce qu'elle ne traduit pas avec des mots. Je la renverse sur le dos, et mes doigts redécouvrent sa peau nue, friande de mes caresses. Les siens courent sur ma nuque, pendant que nos souffles se mêlent. Ils glissent sur mon torse, mon ventre, et s'introduisent subrepticement dans mon caleçon. Ma petite Française est devenue audacieuse. J'engrange de plaisir. Mes lèvres effleurent son cou et remontent jusqu'à ses oreilles dont je mordis le lobe. D'une main, je caresse son sein, pendant que de l'autre, je me débarrasse de mon caleçon, pressé de la posséder. Je la pénètre sans la lâcher des yeux. Ses lèvres s'entrouvent sur un gémissement, et elle non plus ne me lâche pas du regard, connectée à moi, sans gêne ni pudeur. De mes 2 mains, j'attire son visage vers le mien. Je sens son plaisir s'amplifier, ses membres relâchés. Mes va-et-vient se font plus rapides au rythme de sa respiration. Elle se cramponne à mon cou et se cambre. Elle se donne à moi, totalement, sans aucune retenue, confiante. À l'instant où je la sens sur le point de se pâmer, mes muscles se tendent. Nous finissons par exploser ensemble, abandonnés dans les bras l'un de l'autre. Je caresse ses longs cheveux et frôle son front du bout de mon nez. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu m'aimais et que tu avais peur que je me moque de toi, que je t'abandonne à la première occasion? Oui, tu m'as répondu que tu ne m'abandonnerais jamais et que j'étais la femme de ta vie. Tu as même promis le lendemain de tout faire pour me rejoindre si nous étions séparés. Tu m'avais aussi demandé de ne pas jouer les héros, de me constituer prisonnier si ça me permettait de rester en vie, et je l'ai fait.
Je me suis rendue entraînant toute ma compagnie. Oui, mais demain tu m'abandonnes de nouveau, gémit-elle. Et crois-moi, je ne vais pas te laisser t'en tirer à si bon compte. Je vais avoir besoin d'une provision de câlins pour tenir jusqu'à ton prochain retour. Tu auras tes câlins ce soir, et toute la nuit au besoin. Promis. Et je tiens toujours mes promesses, lui chuchotai-je. Elle caresse mon front avec ses doigts et m'embrasse tendrement. Je l'enlace et enfouis mon nez dans ses cheveux. Et maintenant, debout, mein Herz. Nous avons de la route à faire et Mathias ne va pas tarder à émerger. Notre idée de prendre le véhicule militaire s'est avérée utile pour passer les différents points de contrôle. Nous avons passé le Rhin sans difficulté à Brizard. Nous ne pouvons que constater les dégâts à 9 Brizard détruites à plus de 80% par les Américains, croyant que les Allemands y étaient encore, alors qu'ils étaient déjà partis. En revanche, les fortifications sont intactes. À Herlisheim aussi, les destructions sont nombreuses, suite au combat pour la tête de pont de Gamsheim. Nous ne sommes plus qu'à 8 kilomètres de Witzenheim. La ville est quasiment intacte. Ma mère appréhende quand même en approchant du domaine viticole de mes grands-parents, dont s'occupe son frère depuis quelques années. Mais rien n'a vraiment changé à la ferme Schneider. L'immense porte cochère est ouverte. Aussi nous pénétrons sans difficulté dans la cour intérieure. Je retrouve la maison à pans de bois et son torchis bleu ciel, avec son soubassement de pierre et sa clé de voûte avec la serpette qui indique qu'il s'agit de la maison d'un vigneron, accompagnée de la date de la construction, ses encadrements de fenêtres en bois sculpté, son grand balcon avec sa balustrade en bois et ses poteaux corniers ornés de personnages sculptés. Sur une des 2 cheminées trône toujours un nid de cigogne sur sa plateforme. Tout autour de la cour, rien n'a bougé non plus. Le poulailler, l'écurie, l'abri avec le pressoir et les instruments agricoles sont toujours là. D'un côté du bâtiment principal, une porte voûtée et close par 2 battants de bois permet d'accéder à la cave semi-enterrée. Ma grand-mère est sur le pas de la porte, à l'ombre de la treille. Elle regarde ce véhicule militaire approcher avec suspicion. Mais dès qu'elle aperçoit sa fille, un sourire illumine son visage. « Andy, tu as volé une voiture de l'armée française pour venir nous voir? Et tu as enlevé le chauffeur avec. » Mais lorsqu'elle me voit descendre à mon tour, avec Mathias dans les bras, suivi d'Emma, elle reste muette de stupéfaction. Elle se déplace si vite vers nous qu'on ne lui donnerait pas ses 75 ans. « Friedrich, mon petit, tu es là aussi, et pas seul !» s'exclame-t-elle avec effusion en m'embrassant. Mais son regard a rapidement dévié vers mon fils, qui a le droit à une bonne dose de chatouille sous le menton. « Mon Dieu, regardez-moi ce petit ange. Il te ressemble quand tu étais petit. » Puis elle se tourne vers Emma, et l'examine rapidement avant de préciser. « Il te ressemble, mais il a les yeux de sa mère. Bienvenue au domaine, jolie Emma, qui nous a fait un si bel arrière-petit-fils. » Et la voilà qui lui claque une bise sur chaque joue. « J'y suis aussi pour quelque chose, ma maman, » bougonnai-je en riant à demi. Sans répondre, elle se tourne enfin vers sa fille pour l'embrasser à son tour, avant de s'arrêter devant Antoine. « Et ce beau militaire français que vous avez kidnappé, qui est-il ?»« Je suis le frère d'Emma, madame. »« Madame, pour vous, beau militaire, ce sera Liesel. »« Entendu, Liesel, répond Antoine avec un sourire. »« Ton père est avec Hugo pour la plantation des jeunes vignes, et puis il y a les feuillages qui va commencer, poursuit ma dynamique grand-mère en s'adressant à ma mère. Elle nous fait tous entrer pour nous rafraîchir un peu, car la chaleur est accablante. Mais il ne faut pas longtemps pour qu'apparaissent mon grand-père et mon oncle, alors que je suis sortie fumer une cigarette. « Friedrich, s'étonne mon grand-père après une accolade, c'est toi qui es venu avec cette voiture de l'armée française ?»« Non, papa. Tu sais bien que, comme Werner, j'ai combattu dans la Wehrmacht. Nous n'avions le choix ni l'un ni l'autre, puisque nous sommes Allemands. » Mon grand-père se rembrunit. « Moi, 3 petits-fils pour la Wehrmacht, car ton cousin Gabriel a dû lui aussi l'intégrer, sinon nous étions tous déportés. C'est un de ces malgré nous. Je sais, et crois-moi, j'en suis désolée. Tu n'y es pour rien, mon grand. Je connais tes opinions, dit mon oncle Hugo. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas où il est.
Werner non plus, nous ne savons pas où il est. Moi, j'ai eu plus de chance. Rentrons, dit mon grand-père. Tu vas nous raconter tout ça. Dès le hall d'entrée, mon grand-père perçoit les voix de plusieurs personnes, et notamment celle de ma grand-mère, en train de jouer avec Mathias qui rit aux éclats. Eh bien, si je m'attendais, s'exclame-t-il en riant, les Allemands nous envahissent de nouveau. Navré de te contredire, précisai-je. Certes, maman est devenue allemande, mais ma future femme et son frère Antoine, qui nous a amenés, sont français. Et ça va te plaire, des résistants. Quant à mon fils, il est né dans l'Oise. Pendant que ma mère et ma grand-mère mettent la table et s'occupent du repas, avec Emma et Antoine, je raconte nos parcours et comment aujourd'hui je suis libre et enrôlée pour travailler comme interprète au commandement militaire des forces françaises d'occupation à Baden-Baden. Nous ne faisons pas l'impasse non plus sur la naissance de Mathias dans un Lebensborn. Le soir où il est né, je devais rejoindre ma nouvelle affectation à Dieppe. Les Alliés avaient débarqué et je n'ai pas revu Emma et mon fils avant la semaine dernière. Le seul lien qui nous restait était le courrier. Apparemment, la naissance de Mathias n'a pas été déclarée à la Morlaix où il est né, mais à Munich, le centre névralgique des Lebensborn. Mes grands-parents et mon oncle m'ont écouté sans mot dire. Comme mon père avant lui, mon grand-père s'emporte contre les nazis et leurs crimes dont nous ne connaissons certainement pas toute l'ampleur. Emma ne me lâche pas la main pendant toute notre conversation. Mais arrêtons un peu de parler de nous, déclarai-je avec un soupir. Et pour vous, comment ça s'est passé ces derniers temps? Nous avions peur de ce que nous allions trouver en arrivant. C'est vrai que nous étions presque aux premières loges, dit mon grand-père. Les combats pour Colmar ont été intenses. Ici, nous avons été libérés le 2 février. Le maire et des résistants locaux avaient appris du curé Wunmain de Zimmerbach, qui avait eu un contact avec les Alliés aux 3 épis, que c'était pour bientôt. Dans les derniers jours de janvier, les Allemands ont fait semblant de résister à Winsenheim, en creusant des tranchées, en abattant des arbres pour bloquer des routes, en élevant toutes sortes de chicanes. Pour essayer d'enrayer l'avancée des troupes alliées, ils ont érigé 3 barrages anti-chars dans la rue Clémenceau, de Turkheim et rue du Logelbach, à l'aide de grumes et de pierres tombales provenant du cimetière israélite. S'attaquer aux morts, tu imagines? J'opine du chef. Je n'ai aucun mal à imaginer. Nous avons eu de la chance, car le maire voulait préserver Winsenheim d'une destruction inutile. Il a donc demandé au commandement français que la ligne de défense prévue à Winsenheim soit déplacée dans la vallée de Münster. Et il a été entendu, à notre grand soulagement. Et le 2 février, quand l'avant-garde de l'armée française s'est pointée, il leur a indiqué le réduit ennemi du Birkeller. Mais les troupes allemandes étaient en train de fuir, pensant échapper à l'encerclement en empruntant la route vers le col du Firstplan à Sulzbach-les-Bains. Seul passage qu'ils croyaient encore libre pour aller traverser le Rhin. Ils ont été faits prisonniers peu après dans la région de Rouffach. Oui, ça je suis au courant. Je me suis moi-même constitué prisonnier aux Américains avec ma compagnie à Haguenau. En fait, les Alliés se sont emparés de Winsenheim par surprise, reprend mon grand-père. Au lieu de déboucher de la vallée de Münster, où les Allemands les attendaient, ils sont venus avec leurs chars de Colmar et de Logelbach, en coupant à travers les vignes. Finalement, c'est le vignoble qui a le plus souffert avec les blindés. Pourtant, il y a quand même eu encore quelques blessés et des morts, ainsi que des dégâts matériels, car le village est resté encore plusieurs jours le point de mire des mortiers de la Wehrmacht, après le 2 février. « Nous sommes soulagés de vous voir sains et saufs, » annonce Adi. « Il ne reste plus qu'à savoir ce que sont devenus Werner et Gabriel. » Vous savez dans quelle division ou régiment et dans quel secteur était votre fils, d'après les dernières nouvelles que vous avez eues, demande Antoine à Hugo. Je n'ignore pas que l'incorporation des Alsaciens, Lorrains et Mosellans dans la Wehrmacht, considérée au départ comme un moyen de germanisation et de nazification, était rapidement devenue une nécessité pour la Wehrmacht, qui manquait de plus en plus d'hommes après la défaite de Stalingrad. En Alsace, 21 classes d'âge de 1908 à 1927 avaient été incorporées, alors qu'en Moselle, seules les classes 1914 à 1927 avaient été concernées, et au Luxembourg uniquement les classes 1920 à 1927. Ces effectifs avaient été regroupés en plus de 10 divisions et envoyés pour la plupart sur le front de l'Est. Un accord avait également été signé entre le Gauleiter Wagner et Himmler fin 1943,
à la suite duquel la moitié des Alsaciens de la classe 1926 avaient été incorporés d'office dans la Waffen-SS en février 1944, puis d'autres de la classe 1927 ensuite. La décision d'envoyer les nouvelles recrues dans la Waffen-SS n'était pas un hasard. La discipline y était plus stricte et les possibilités de déserter restreintes. Si jamais Gabriel a été incorporé dans les Waffen-SS et envoyé à l'Est, je crains le pire. S'il a eu le malheur de tomber aux mains des Russes, il a peut-être été abattu, puisque c'est le sort qui leur était systématiquement réservé. Ce sort a été le même à l'Ouest d'ailleurs. Cela, je ne peux pas le dire à mes grands-parents, pas plus qu'à Hugo, dont il est le seul fils et qu'il a élevé seul après la mort de sa femme en 1928. Mais après tout, Gabriel est de la classe 1921. Il n'y a pas de raison qu'il ait été dans les Waffen-SS. À ma grande surprise, la réponse de mon oncle n'est pas celle que j'attendais. La situation de Gabriel est particulière, annonce Hugo. Il a été envoyé sur le front de l'Est et a été fait prisonnier par les Russes. Mon oncle nous raconte alors que son fils avait été incorporé dans le Reichsarbeitsdienst en janvier 1943, puis dans la Wehrmacht le 31 mai, et versé dans la 340e division d'infanterie du Generalleutnant Werner Erich, sous les ordres du général Erhard Strauss, dirigeant la 4e armée de Panzer. Son régiment, le 698e Grenadier Regiment, avait combattu à Koursk, puis il avait eu le repli vers Kiev. Bon sang, il a peut-être combattu aux côtés de Werner, pensais-je. Nous avons reçu un courrier pour nous annoncer que Gabriel avait été porté disparu au début janvier 1944, à l'est de Jitomir en Ukraine, poursuit Hugo. Disparu, cela voulait dire que son corps n'avait pas été trouvé, donc il y avait un espoir. Soit il était blessé quelque part, soit il était prisonnier des Russes. En réalité, c'était la seconde option. Gabriel avait été prisonnier des Russes. C'est là que l'inimaginable s'était produit. Suite à un accord signé en mai 1944 entre la France et l'URSS, 1500 prisonniers en Russie dans le camp de Tambov, alsaciens pour la plupart, devaient être échangés contre les Russes laissés en route par la Wehrmacht, prisonniers de guerre ou civils déportés. Cette information, nous l'avons eue par notre mère, qui s'est renseignée auprès des autorités, déclare mon oncle. Et parmi ces 1500, il y avait 2 Schneider. Mais impossible de savoir alors si l'un des deux était Gabriel. Ils avaient quitté leur camp d'internement en juillet 1944. Le général Petit pour la France et le général Petrov pour les Russes ont organisé le transfert jusqu'à Téhéran. Puis Hugo nous explique qu'enfin, en septembre 1944, il avait reçu 2 lettres coup sur coup, des lettres de Gabriel. Une datée de juin et l'autre d'août. En fait, mon cousin avait déserté en janvier dans la région de Jitomir en Ukraine, puis avait été interné à Tambov avant de faire partie des 1500 prisonniers libérés le 7 avril. Revêtus d'uniformes russes, ils avaient voyagé en train vers la mer Caspienne, Tabriz, puis Téhéran. À Téhéran, ils avaient été revêtus d'uniformes d'anglais et avaient été transportés en camion jusqu'à Haïfa, via Bagdad, pour rentrer en France. Finalement, ils avaient été embarqués pour l'Italie du Sud, puis Bizerte en Tunisie, et enfin Alger. Là-bas, il avait intégré le 101e régiment du génie le 18 juillet. Étrangement, le régiment de Gabriel avait participé au débarquement en Provence, en tant qu'unité de réserve générale de la première armée du général de Lattre de Tassigny. Ces dernières lettres évoquent la prise de Marseille et de Toulon, différents points de franchissement du Rhône à Arles, Avignon et Tarascon, fin août, déclare Hugo. Fin septembre, son régiment a construit un pont à Besançon et sur le Doubs, avant de créer des camps pour l'instruction du FFI en vue de leur incorporation dans la première armée. Fin novembre, il nous a écrit que les bataillons de son régiment avaient été mis à disposition des 1er et 5e DB pour lancer des ponts Belay. Mon oncle fait une pause devant les regards interrogateurs d'Emma et de ma mère. Antoine explique alors ce que sont ces fameux ponts Belay, avant de laisser Hugo poursuivre. Les dernières nouvelles que nous avons reçues parlent du rétablissement des ponts, des itinéraires et même de la voie ferrée sur Molsheim et Strasbourg fin mars. Peut-être que je trouverai quelqu'un pour me renseigner en faisant jouer quelques relations, propose Antoine.
Après tout, son régiment fait partie de la première armée, comme le mien. Merci, lieutenant, dit enfin mon grand-père. Mon regard croise celui de mon beau-frère. Antoine est incroyable. Certes, il m'a déjà dit que c'était normal, puisque je faisais maintenant presque partie de sa famille. Son principal argument est qu'il veut le bonheur de sa sœur, et que son bonheur, c'est d'être ma femme. À l'issue de ce repas familial, lors duquel les discussions sont allées bon train, la tête d'Emma repose sur mon épaule, alors qu'une de mes mains caresse sa taille fine. Je la sens frissonner contre moi. Nous devons nous résigner à repartir vers Feldberg pour une dernière soirée familiale avant mon départ le lendemain matin pour Baden-Baden. La route du retour nous paraît plus rapide qu'à l'aller. C'est souvent le cas lorsque nous savons que nous allons être séparés de ceux qu'on aime. Après le dîner, je n'ai pas envie de traîner à discuter. Je ne veux qu'une seule chose, être seule avec Emma, pour tenir ma promesse de câlin. Dès la porte close sur nous, elle se précipite vers moi, pose sa main sur mon visage qu'elle effleure avec son pouce. Je me livre à ses caresses, pressant ma joue contre sa paume. Elle s'approche encore plus près, puis pose ses lèvres sur les miennes. Je discerne sa soif de mon contact, de mon corps contre le sien, son envie de fusionner. Soudain, je l'attrape par la taille pour la soulever, lui arrachant un gémissement alors qu'elle enserre mes hanches de ses longues jambes. Je la dépose sur mon bureau d'étudiant, faisant tomber les quelques feuilles qui se trouvaient dessus. Je tire doucement sur ses cheveux, l'obligeant à pencher la tête en arrière et venir à la rencontre de ma bouche. Ma langue explore la sienne avec ardeur. Je veux la posséder totalement, son corps, son âme, qu'elle ne soit rien qu'à moi, qu'elle se livre complètement à mon désir, au plaisir que je veux lui donner, jusqu'à la faire chavirer, lui faire découvrir un monde qui n'appartient qu'à nous. Ses doigts cherchent le contact avec ma peau, déboutonnent fébrilement ma chemise. Nos souffles deviennent haletants. Je répands des baisers sur son cou et descends la fermeture éclair de sa robe pour accéder à ses seins, en titiller les mamelons. Ses gémissements, sa respiration saccadée accroissent mon excitation. Et sans que je m'y attende, elle ouvre mon pantalon et y glisse sa main afin de s'emparer de mon membre tendu à l'extrême. Je n'en peux plus. J'ai besoin d'entrer en elle tout de suite. Je la pénètre en maintenant son visage afin que ses yeux ne lâchent pas les miens. Je veux y lire ce qu'elle ressent, voir le moindre frémissement qui l'agite, la moindre contraction qui indiquerait une douleur ou le plaisir qui monterait jusqu'à la submerger. Elle ouvre la bouche et passe ses mains sous ma chemise pour caresser ma peau. Je suis à l'écoute de son souffle et j'accélère mes coups de boutoir pour lui arracher les cris de plaisir qu'elle tente encore de réprimer. Nos gémissements sont de plus en plus forts et nous finissons par nous enfoncer dans les profondeurs d'un univers de volupté. Nous restons blottis l'un contre l'autre, silencieux. Ses bras tremblants m'emprisonnent plus étroitement et je sens son corps secoué d'un sanglot. « Emma, mon amour, que se passe-t-il? Tu trembles. Je ne veux pas être séparée de toi, pas encore. Nous nous sommes retrouvés il n'y a même pas une semaine. Tu te rends compte que nous nous aimons depuis 18 mois, mais nous n'avons vécu ensemble, ou presque, que 8 mois avant que la guerre t'enlève à moi. » Je sais, Schatz. Personne ne le sait mieux que moi, réponds-je tristement, ce qui augmente son chagrin. Je suis désolée, Friedrich. Toi, tu as risqué ta vie pendant que moi j'étais en sécurité, ne manquant de rien. Mais tu m'as tellement manqué. Je me dégage de son étreinte et la contemple, le cœur lourd. Ses yeux sont rougis et des larmes ruissellent encore sur ses joues, sur lesquelles je passe mes doigts afin de les sécher. Je ne pars qu'une semaine, mein Liebling. Je te promets que samedi soir, je serai de retour. Tu as intérêt à revenir samedi. Et si tu ne nous as pas trouvé de logement, tant pis. Je repartirai avec toi, et Mathias avec nous. Nous irons à l'hôtel s'il le faut. Je n'ai pas besoin de quelque chose de luxueux. Ce que je veux, c'est dormir avec toi chaque nuit. Son entêtement me fait sourire. Ma petite Française sait ce qu'elle veut. Ça tombe bien. Je veux la même chose qu'elle. Je pose mes lèvres sur les siennes et m'empare de sa bouche, tout en glissant mes doigts dans ses longs cheveux. Nos langues s'entremêlent de nouveau en un baiser passionné. Puis j'effleure son visage de la pointe de mon nez jusqu'à son oreille dans laquelle je suis sûre. Je suis d'accord pour dormir avec toi chaque nuit. Mais cette nuit, j'ai encore envie de toi. Friedrich, 14 mai
1945. Le lendemain matin, c'est une Emma éplorée, avec de grands cernes sous les yeux, après notre nuit d'amour, qui m'étreint avant de me laisser partir à 5 heures du matin. Nous mettons 3 heures à faire les 160 kilomètres qui séparent Feldberg de Baden-Baden. La ville est miraculeusement intacte, peut-être parce qu'elle était occupée par les hommes de Vichy. L'hôtel Brenner a été pendant quelques semaines leur refuge provisoire. Pour l'instant, rien n'a encore été officialisé en ce qui concerne le commandement militaire. En attendant, c'est De Lattre qui l'assure. Comme dans toutes les autres zones, dans celle qui sera administrée par la France et dont on ne connaît pas encore les limites, la tâche va être immense. La guerre a totalement bouleversé tous les territoires. D'abord, du fait des destructions causées par les opérations militaires. 50% des voies ferrées sont détruites. Sur 10 gares de triage, seules 2 ou 3 sont en état de fonctionner. Le parc de matériel roulant n'est guère mieux. 1/3 est fonctionnel par rapport à la situation d'avant-guerre. La presque totalité des ouvrages d'art sont anéantis et la navigation sur le Rhin est totalement obstruée. 30% des usines sont hors d'état de produire. Ensuite, l'organisation administrative nazie s'étant écroulée, rien ne peut plus fonctionner. Je le constate très rapidement. Les Français vont avoir énormément de travail. En outre, beaucoup d'Allemands ne les prennent pas au sérieux. La propagande nazie, dans les derniers mois de la guerre, les a présentés comme un ramassis de terroristes et de nègres. Ce ne sont pas pour eux des vainqueurs, au même titre que les Américains, les Anglais ou les Russes. Ils viennent, comme les Russes, d'un pays qui a été occupé et non préparé à gérer cette situation. Un pays pillé et dévasté, donc suspect de vouloir se venger. Ils vont devoir faire leurs preuves plus que les autres. Autre chose à ne pas oublier, ils sont déjà venus entre la fin de la Grande Guerre et 1930. Certains disent que s'ils se comportent chez nous, comme nos soldats et surtout les SS se sont comportés en France, alors ça va continuer à aller mal pour nous. C'est fort possible. Même si je suis francophile, je devine que si les Américains vont certainement prendre leur rôle d'occupants avec un certain flegme, pour les Français, au contraire, cette conquête du sol allemand est chargée d'émotions. Est-ce que tout va se répéter comme en 1918, ou encore pire? Seul l'avenir nous le dira. En revanche, je suis certain que la France, elle-même pillée, va être dans l'impossibilité de nourrir sa zone d'un pays en partie détruit. Les Français connaissent des rationnements drastiques depuis 5 ans déjà. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement pour nous. Ils vont aussi certainement créer une zone tampon entre leur pays et le mien pour éviter toute invasion ultérieure et mettre la main sur la Sarre et ses mines de charbon. Il paraît qu'assurer la sécurité de la France, qui a vécu 3 guerres avec l'Allemagne en 75 ans, est l'obsession de De Gaulle. Toutefois, je n'ai pas senti la virulence de l'après-guerre précédente dont m'avaient parlé mes proches. Dans les conversations entendues, il est beaucoup question de dénazification, comme dans les zones américaines et britanniques, ainsi que de politique d'éducation et culturelle. En termes de dénazification, les autorités françaises vont avoir du travail, car ma région est essentiellement agricole et encore marquée par l'idéologie nazie. On y croit encore profondément à la supériorité de la race aryenne. Pendant 12 ans, tous les cadres de la société, notables, maires, médecins, professeurs, étaient membres du parti nazi, et toute transgression à cette idéologie était punie. Encore une fois, mon rôle d'interprète et de traducteur me place au cœur des instances décisionnaires. De Lattre n'est pas encore rentré, mais des membres de son état-major auxquels j'ai déjà eu affaire sont présents sur place, avec la première armée, dont un grand nombre de soldats issus des troupes coloniales. Mais pour ce gouvernement militaire, De Lattre s'est déjà préoccupé de prospecter et de trouver des officiers spécialisés dans les questions allemandes. De plus, vont être recrutés des fonctionnaires du ministère de la Guerre. Des gens qui ont subi Vichy et l'occupation sans rien faire pour la plupart, m'a dit un soldat ancien résistant, avec un ton dans lequel je n'ai pas su décrypter s'il s'agissait de morgue ou de dérision. Ce jour de mon arrivée, rien n'est encore vraiment en place. Des directives venant du gouvernement français sont attendues. J'évoque toutes ces difficultés avec l'officier qui m'a accueilli. Pour lui expliquer à quel point l'idéologie peut être enracinée chez certaines personnes de ma région, je lui raconte une anecdote arrivée à l'un de mes jeunes soldats, à l'école, alors qu'il avait 11 ans, vers 1936.
Il était originaire de Bingen am Rhein, au bord du Rhin, tout près du rocher de la Loreley. La Loreley est un poème très célèbre de Heinrich Heine. Ce poème est tellement connu que même les nazis ne pouvaient pas le faire disparaître. Donc, tous les enfants l'apprennent à l'école, comme vous apprenez les fables de La Fontaine. Mais au bas du poème, dans son livre d'école, était écrit « Auteur inconnu ». À la maison, sa mère lui a expliqué que ce poème était de Heine, un très grand poète allemand dont les nazis interdisaient de prononcer le nom parce qu'il était juif. Donc, ce jeune soldat, alors encore gamin, pour la ramener un peu, selon ses dires, a dit à la maîtresse d'école qu'il y avait une erreur dans le livre, que le poème était de Heine, un des plus grands poètes allemands. Ce gamin n'a fait que dire la vérité. Certes, mais cela a eu des conséquences. La maison de ses parents a été perquisitionnée par la police et la mère de ce soldat, elle-même institutrice, a été renvoyée. Il fallait se méfier de tout le monde, y compris de sa propre famille. À ce point, s'exclame l'officier. Chez les citoyens, la pensée était conditionnée par la propagande nazie. Et en ce qui concerne l'occupation par les Français, elle paraît impensable à tous ces gens endoctrinés. Pourquoi donc? Les images diffusées dans les cinémas par cette propagande montraient la France comme un pays ami du régime, où la vie était douce pour les habitants et les soldats de la Wehrmacht. Les lettres qu'envoyaient les soldats à leurs familles le confirmaient, surtout au début et jusqu'en 1942. Même les images de la libération de Paris ont été détournées. D'ailleurs, jusqu'à récemment, les Allemands ont cru que Paris avait été détruite, que les communistes se battaient contre les gaullistes et que les Noirs américains ravageaient la France. Mon interlocuteur me regarde comme si je descendais de la lune. Les Allemands n'avaient pas le choix. Entre la propagande à la radio, dans les journaux, et celle des Wochenschau, c'était un engrenage dans lequel ils pouvaient difficilement se faire leur propre opinion. Ils faisaient confiance à ce que leur disaient les actualités. On leur cachait ce qui se passait réellement sur le front, à l'ouest comme à l'est. Il est donc impensable pour eux que la France fasse partie des occupants. Beaucoup ne voient en vous que les vaincus de 1940. L'officier reste plongé dans sa réflexion un long moment. Pourtant, poursuis-je avec un demi-sourire, eux qui s'attendaient à être envahis par les Américains ont vu arriver des Français, cette fameuse bande de terroristes, de nègres et d'arabes, dont les dernières émissions de propagande leur ont dit qu'ils étaient des sauvages. Ils avaient tous, hommes, femmes, jeunes garçons ou filles, l'ordre de résister par n'importe quel moyen. Personne n'a écouté. Ils avaient bien trop peur pour ça. Je vois, ça va être compliqué. Oui, d'autant que ce sont surtout des femmes, des enfants ou des vieux qui ont été les victimes au moment de l'avance des Alliés et qui ont payé pour ce que les soldats et les officiers de la Wehrmacht avaient fait subir au pays envahi. Incendies, pillages, violences, viols et exactions de toutes sortes que certains ont commis. Certains de nos soldats ont en effet commis des viols, et quelques-uns ont été fusillés pour ça, constate amèrement le Français. Vous vous rendez compte que votre rôle va être de remettre sur pied un pays où il n'y a plus de gouvernement, plus de tête. Il a peut-être cessé de croire en Hitler, mais il ne croit pas non plus ce que disent les Alliés, que ce soit vous, les Français, ou les Anglais et les Américains, et encore moins les Russes. Il croit que vous allez leur mentir, comme Hitler leur a menti. Dans l'attente de consignes précises, dès le premier jour, Delattre a déjà négocié et donné des ordres afin de maintenir l'ordre et la loi. Arrêter les nazis, faire réparer les routes et les voies ferroviaires, organiser le retour des prisonniers français, rapatrier les déportés. L'urgence est aussi d'établir et sauvegarder une administration civile adaptée pour nourrir, recenser, contrôler la population civile. Il va falloir des projets concrets, recruter et trouver des gens capables de les mener à bien. Ingénieurs, enseignants, fonctionnaires, pour constituer les nouveaux cadres du pays. Tout ça dépasse le cadre de la première armée. Ça va venir de Paris, me répond mon interlocuteur. Nous mettons fin à cette conversation peu réjouissante, car je vois bien que les habitants de Baden-Baden souffrent, même si la ville n'a pas subi de destruction comme d'autres villes. C'est aux officiers de la première armée qu'échoit la tâche ingrate d'organiser et gérer provisoirement l'Azov. Alors,
que dans les zones britanniques et américaines, ce sont des formations de techniciens et d'administrateurs spécialement formés à cet effet qui s'y collent. Donc tout ce que les officiers de Delattre peuvent faire, c'est de préparer le terrain pour les futurs administrateurs. Aussi, la plupart des bâtiments disponibles et tous les hôtels ont été réquisitionnés pour abriter les nombreux services du gouvernement militaire. Tout est réquisitionné, jusqu'aux machines à écrire de l'école de commerce. C'est dire que la vie des civils est difficile. Dans leur ensemble, ils sont apathiques, traumatisés par la défaite. Si je n'ai pas trop de travail pour l'instant, j'ai une mission, trouver un appartement pour ma petite famille. J'espère que ça ne va pas être trop compliqué dans le contexte actuel. Il vaudrait mieux que je trouve, car Emma, bien décidée à me suivre, ne pourra pas résider dans un hôtel comme elle l'envisageait, si j'échoue dans mes recherches. J'espère qu'elle ne regrettera pas son choix de vivre avec moi en Allemagne. À dire vrai, je n'ai pas le choix puisque ce sont les forces françaises elles-mêmes qui m'ont imposé un emploi dans ma région. Vivre ici n'est pas vraiment une solution de facilité, car ce pays est brisé. Mais pour Emma, c'est la meilleure manière d'éviter la vengeance des Français, leur jugement, leur punition pour m'aimer, moi, un Boche, leur ennemi, qu'il verrait de toute façon comme un nazi. Elle va être séparée de sa famille pour une durée indéterminée, par amour pour moi. Antoine, de son côté, n'a pas perdu de temps. Lui aussi attend des consignes de sa hiérarchie. En attendant, il a consacré son temps libre à rechercher des informations sur les régiments de Werner et Gabriel. Il a commencé par le plus simple, se renseigner sur ce qu'avait pu devenir Gabriel. Son régiment s'est justement distingué le 31 mars 1945 lors du franchissement de vives forces du Rhin à Germersheim dans le Palatinat. Les pilotes de bateaux d'assaut renforcés par ceux du 17e régiment colonial du génie et du 211e bataillon de pont lourd ont franchi le fleuve sous le feu, transportant les premiers éléments de la 2e division d'infanterie marocaine, et il y a eu pas mal de morts et de blessés, me confie mon futur beau-frère le mercredi soir. Je pense que j'en saurai plus demain. J'ai aussi lancé quelques appels pour retrouver ton frère. Merci Antoine. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, pour nous. Tu me remercieras quand j'aurai toutes les réponses, Friedrich. Et toi, tu en es où de ta recherche de logement depuis avant-hier ? Eh bien, j'ai arpenté les rues pas trop éloignées du centre-ville, discuté avec des habitants, et j'ai fini par trouver un petit appartement meublé sur la Sonnenplatz. Rien d'extraordinaire, mais pas très loin de toutes les commodités, à 10 minutes à pied de mon travail, et suffisant pour un jeune couple avec un enfant. J'ai préféré assurer, car d'ici peu, la crise du logement va s'accroître avec la venue des personnels des différents services administratifs des forces françaises d'occupation. Allons boire un verre, et ensuite tu me montreras votre futur nid d'amour, me propose Antoine. Pour un peu, je me serais précipitée à Feldberg chercher Emma. Toutefois, je dois prendre mon mal en patience et rentrer avec Antoine le samedi dans la matinée. Il va falloir que je trouve une voiture pour ne pas solliciter Antoine à tout bout de champ. D'ailleurs, si moi je reste en Allemagne, ce ne sera peut-être pas son cas. Le lendemain, Antoine est en mesure de me dire où est Gabriel. Il a été blessé au bras droit lors de la traversée du Rhin, et à l'heure qu'il est, il est hospitalisé à Saarbrück. Il ne devrait pas tarder à sortir. Je me suis permis d'appeler le maire de Witzenheim pour qu'il en informe ta famille, me dit-il, lorsque nous nous retrouvons pour boire un café. En ce qui concerne ton frère, sa division a combattu à Gotenhafen, et ce qu'il en restait est passé par Usedom avant d'être déplacé dans la région de Wahren-Prenzlin, en Mecklembourg, puis dans la région de Penzlin, en tant que réserve de l'armée. Ils se sont rendus aux Britanniques le 3 mai, dans la région de Schwerin. Je pousse un soupir de soulagement, mais je remarque qu'Antoine est soucieux. Mais ton frère était blessé sérieusement, Friedrich. Il est hospitalisé à Hambourg, dans le coma. Je sens mes mains se mettre à trembler. Un froid immense m'envahit, comme si tout mon sang se retirait de mon corps. Son état est stable, Friedrich. Son coma n'est pas profond. Il a reçu une balle dans le ventre, qui a entraîné une hémorragie. Il a surtout développé une septicémie.
Apparemment, il a des chances de s'en sortir. Je vais essayer de parlementer pour qu'il soit hospitalisé plus près de chez tes parents, ou ici, à Baden-Baden. Fais ce que tu peux, Antoine. Je vais avoir besoin de Gigi qui a appartenu au SOE. C'est surtout elle qui a des relations avec les Britanniques, car en ce qui me concerne, mes supérieurs ont plus de relations avec les Américains. Décidément, Gigi est pleine de ressources. Elle l'a toujours été. Certes, la résistance a largement utilisé les ressources de son corps pour obtenir des renseignements précieux. Qui pourrait lui jeter la pierre? Elle a obéi aux ordres. Antoine est au courant de tout ce qu'elle a dû faire. Gigi l'a mis elle-même au courant quand leur histoire est devenue sérieuse. Il ne lui en tient absolument pas rigueur. Son passé lui importe peu. Seul le présent compte, et depuis qu'ils se connaissent, aucun autre homme que lui n'a partagé la couche de Gila. Friedrich, 19 mai 1945. Nous sommes arrivés vers 10 heures du matin à Feldberg. Emma était en train de jouer avec Mathias, sous les yeux attendris de ma mère. Dès qu'elle me voit, elle me saute au cou, gémissant de bonheur. Nous demeurons enlacés, nos yeux clos, savourant ce moment de tendresse. Emma se détache un bref instant pour aller embrasser son frère, mais elle revient aussitôt dans mes bras, et je ne résiste pas à l'envie de la couvrir de baisers ardents. Ma mère nous interrompt brièvement. « Nous allons vous laisser tous les deux. J'emmène Mathias, me dit-elle, avec un clin d'œil complice. Tu viens, Antoine? Je t'offre un café. » Nul doute qu'Antoine va lui donner les nouvelles qu'il a glanées concernant Gabriel et Werner. Je resserre mon étreinte sur ma chérie, sans attendre qu'il quitte la pièce, non sans entendre un commentaire moqueur de la part de mon beau-frère sur mon état de manque au bout de quelques jours, alors que j'avais déjà tenu beaucoup plus de temps. « Je te veux là, maintenant, » dis-je à l'oreille d'Emma. « Pendant ces 5 jours, je n'ai cessé de penser à toi, à ton corps. »« Allons dans notre chambre, » répond-elle en souriant. Un clair-obscur propice nous y accueille. En 2 temps 3 mouvements, nos vêtements se retrouvent au sol. « Que tu es belle !» déclarai-je en la contemplant de haut en bas. Elle est vraiment splendide dans sa nudité. Je suis rassurée, car elle est moins maigre qu'il y a une dizaine de jours. Sa beauté m'émeut au plus profond de moi. Je glisse mes mains dans ses cheveux, hume son parfum, baisse ses lèvres roses, son cou, ses épaules. Mes paumes épousent parfaitement ses petits seins haut placés. Elle m'entraîne sur le lit, sur lequel elle se laisse tomber, totalement offerte. Je me couche sur elle, pantelant. Ma femme, mon amour. Nous faisons l'amour passionnément, sans retenue, tout à la joie d'être réunis. Dénuée de toute pudeur, mon Emma vibre de plaisir. Nous restons un long moment immobiles sur mon ancien lit, serrés l'un contre l'autre, attendant que nos cœurs reprennent un rythme normal. Antoine a retrouvé les traces de Werner et de Gabriel, annonçai-je soudain. Emma se redresse sur un coude et repousse d'un doigt une mèche rebelle qui barre mon front. « Et » me demande-t-elle, devinant mon inquiétude. Je lui relate ce qu'Antoine m'a rapporté. Elle m'écoute attentivement et je la vois plisser le front quand j'évoque la blessure de Werner et la septicémie. Mais elle ne commente pas. L'idéal, ce serait qu'il soit hospitalisé à Baden-Baden. Nous pourrions le voir fréquemment. Ça pourrait l'aider dans le processus de guérison. J'aimerais beaucoup, mais ça dépend de ce que vont décider les Britanniques. Emma pose son front contre le mien et effleure mon nez avec le sien. « Nous as-tu trouvé un appartement ?» ajoute-t-elle en caressant mon visage. « Oui, my Liebling. Tu n'auras pas besoin d'aller à l'hôtel. »« Vrai ?» s'exclame-t-elle en roulant sur moi. « Nous allons enfin vivre ensemble? Vraiment ?»« Absolument véridique, Schatz. Tu vas devoir me supporter tous les jours. Même si nous ne sommes pas encore mariés. Ça ne te gêne pas de vivre dans le péché? Fais-je ironique? » Sa réponse fuse. Elle est prête à commettre le péché de luxure avec moi sa vie durant. Pour appuyer ses propos, elle entreprend de me couvrir de caresses et de baisers lascifs auxquels je suis incapable de résister. Nous ne réapparaissons auprès de nos proches que pour le déjeuner, sous leur regard moqueur. Antoine a semble-t-il su rassurer ma mère
au sujet de Werner. Peut-être en ne lui révélant pas tout. Ce qu'il nous confirme en douce à Emma et moi, afin que nous ne commettions pas d'impair.